encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évident la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. C'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Jésus-Christ est là, agissant par son esprit pour donner l'éclat de cœur meurtri. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir pour réussir cette nation bénie. C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est capable de tout, rien n'est impossible à Dieu. Chose relevée, car il est répandu sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. C'est encore possible de vivre
la gloire passée, de reprendre force et puis dans la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. Arroser la matinée ce matin. Cette pluie qui est un signe de bénédiction nous a contraints à différer légèrement le démarrage de notre cérémonie. Je voudrais vous prier d'accepter nos excuses pour ce désagrément. C'est une œuvre d'esprit qui nous rassemble en ce moment, un livre que nous allons porter sur le fond baptismaux et que vous allez honorer de votre présence. Sans plus tarder, je m'en vais vous donner le programme du déroulement de la cérémonie. Nous allons commencer avec un mot de bienvenue à Jean-Marie Ongansan, suivi de la présentation de l'auteur et de son ouvrage par le professeur Devos Kitoko. Ensuite, l'auteur lui-même fera un mot. Il y aura quelques moments des commentaires de l'assistance. Et le moment clé va être le vernissage de l'ouvrage par le député Martin Fayoulou. Et ensuite suivra la cérémonie de vente et d'autographe par l'auteur. Et nous finirons par un rafraîchissement qui vous sera servi. J'invite donc le professeur, monsieur Jean-Marie Ongansan pour son mot de bienvenue. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers camarades, membres de l'ECD, camarades membres des FAC, chers invités, le samedi a toujours été généralement un jour consacré à des rencontres festives. Ce samedi 28 novembre ne dérogera pas à cette coutume. La fête à laquelle vous avez volontiers accepté de consacrer une partie de votre précieux temps de cette journée a cependant quelque chose de particulier. C'est la fête de l'esprit, c'est la fête de l'intelligence. Ce qui est particulier, c'est que généralement, elle n'est célébrée que par une infime minorité de notre environnement humain chinois, celle qu'on appelle l'élite. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la joie de la venue au monde du savoir d'un nouveau-né qui se nomme, retenez votre souffle, un nouveau-né qui porte un nom atypique. Avec les idées, c'est encore possible de gouverner autrement la RDC. Voilà le nom de ce nouveau-né. Il est ce nouveau-né, le délicieux, le doux fruit d'un dur labeur. Tant que l'enfant est dans le sein de sa mère, dit une sagesse africaine, il n'appartient qu'à sa mère. Mais une fois qu'il en sort, il appartient à toute la communauté. Voilà pourquoi les parents se sentent l'obligation de présenter le nouveau-né à la communauté en organisant une fête à cet effet. Ce qui se conçoit bien, a écrit un grand écrivain français, Boileau, s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément.
J'ajouterai que ce qui s'énonce bien se partage bien. Et il y a une sublime joie à partager cette connaissance avec les autres. C'est à la joie, c'est cette joie, c'est à ce plaisir du savoir que le livre qui vous sera présenté sous peu nous invite. Il n'y a aucun danger à vous en abreuver. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le camarade Nico Omeyonga vient de mettre à notre disposition un outil de travail qui nous explique comment fonctionne un parti politique, comment il est organisé, quels sont les objectifs qu'il vise, qu'il poursuit, comment conquérir le pouvoir, comment l'exercer. Bref, il nous expose la vision de la gouvernance de l'SID que lui-même appelle la gouvernance performante. Je ne veux plus vous entretenir plus longtemps. Je laisse le secrétaire général vous faire pénétrer, vous faire entrer dans cet ouvrage. Encore une fois, je vous souhaite d'être les bienvenus dans ce beau cadre de Fadenhaus et bonne fête. Nous remercions M. Longansan, qui est secrétaire général de l'SID, pour son mot de bienvenue. Le secrétaire général adjoint de l'SID pour le mot de bienvenue. Et nous invitons le professeur Géros Kisoko, secrétaire général de l'SID, pour la présentation de l'auteur et de son ouvrage. Merci, Honoré, pour la parole. Chers participants, bonjour. Voilà, je vais vous présenter l'auteur de l'œuvre qui nous réunit ce week-end, ce matin, pour le connaître qui est-il. Je m'en veux vous informer que l'auteur du livre qui vient d'apparaître, le livre intitulé Avec les idées, c'est encore possible de gouverner autrement la RDC. Sous-titre SID, une alternative crédible pour la gouvernance performante de la RDC. Cet auteur s'appelle M. Nico Omeyonga Onyembe. M. Nico a double casquette. Il a une casquette scientifique et une casquette politique. En tant que scientifique, M. Nico est doctorant en économie. Il effectue ses recherches en économie, en management public, en politique et en développement, domaine dans lequel il a publié son ouvrage. Mais dans sa casquette politique, M. Nico, il est assistant parlementaire à l'Assemblée nationale de la RDC. Mais dans notre parti politique, l'SID, M. Nico Omeyonga est coordonnateur du bureau d'études et de stratégie. Il est premier vice-président, il a assumé les fonctions de premier vice-président du Conseil national de notre parti, qui s'est tenu dernièrement, et présentement, c'est lui qui est en train de conduire la présidence de la commission préparatoire de notre congrès qui se tiendra en début du mois prochain, du 3 au 5 décembre. Monsieur Nico
je reviens à sa qualité scientifique, il a publié plusieurs articles scientifiques. Mais il a publié aussi un livre très important qui est aujourd'hui en train d'être commercialisé dans les librairies en Europe et en République démocratique du Congo. Et ce livre s'intitule « Le social et libéralisme face aux défis du développement de la RDC ». C'est un livre qui a été publié en 2011. Mais il a des projets de publication qui sont en gestation et qu'il pourra encore une fois, dans les jours à venir, nous inviter. Là, il est en train de rédiger, il a un projet de publication de livres intitulé « La RDC à l'école de la gouvernance performante, catalyseur du développement durable ». Et là, il y a des manuscrits encore sur le Vadmecum du député national dans une démocratie pluraliste. Voilà, chers amis, ce que représente et ce qui est M. Nico Omeonga qui nous a invités pour la publication, pour le baptême de son livre. Mais le livre qui nous réunit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente? Quel est son contenu? Voilà, le livre de M. Nico Omeonga intitulé « Avec les idées, c'est encore possible de gouverner autrement la RDC », décider une alternative crédible pour la gouvernance performante en RDC. C'est un livre qui comprend deux parties. La première partie de son livre est intitulée « Aperçu général sur les partis politiques, la démocratie et la gouvernance ». Tandis que la deuxième partie s'intitule « SID, alternative crédible pour la performance efficiente de la RDC ». Comme vous pouvez vous en rendre compte, ce livre répond à deux soucis majeurs. Le premier concerne la science de manière générale. Parce que quand vous parcourez la première partie, qui est subdivisée en 4 chapitres, les sociologues, politologues, la sociologie politique, les politologues, les économistes, ceux qui font l'économie politique, vont retrouver des considérations théoriques de haut niveau, les définitions des concepts de base qui sont généralement utilisés dans les disciplines modernes qui font l'autorité dans le monde scientifique. Et là, dans cette partie, M. Nico aborde les partis politiques. Il définit les partis politiques. Il démontre l'organisation, le fonctionnement des partis politiques. Et dans cette même partie, il parle comment animer un parti politique. Et là, il enlève sa casquette politique. Il se présente en scientifique. L'organisation interne, le fonctionnement du parti politique, l'animation du parti politique, l'ancrage sociétal du parti politique est expliqué sans coloration politique. Quel que soit le bord où vous vous retrouvez, quelle que soit la tendance, l'idéologie que vous partagez, dans cette partie, vous êtes servi. À la deuxième partie, en tant que politique, il s'intéresse à son parti, les idées, l'engagement pour la citoyenneté et le développement. Et il consacre cette partie, qui est intitulée « SID, alternative crédible pour la gouvernance efficiente de la République démocratique du Congo ». Dans cette partie, M. Omeonga Nico fait remarquer que le SID a des piliers de base pour son action. Et ces piliers qui sont les fondamentaux de son parti, le SID, il les décrit. La citoyenneté,
le pacte pour le développement, le social-libéralisme, la bonne gouvernance et la réconciliation. Il ne s'arrête pas là pour les idées. Il décrit l'environnement macroéconomique dans lequel le parti fonctionne. Et enfin, M. Omeonga Nico, il analyse dans son livre « Le développement de la RDC, c'est encore possible avec les idées ». Et là, il a la ferme conviction que son parti, dont il est coordonnateur du bureau d'études et de stratégie, est capable de gouverner de manière efficiente et efficace la République démocratique du Congo. C'est en cela qu'il a décrit de manière exhaustive la vision, les valeurs, les missions, les piliers de notre parti, les idées. Pour ne pas abuser de votre patience, je m'en vais vous dire que l'essentiel pour un intellectuel, pour un politique, ce n'est pas de voir les livres, c'est de la voir. Et quand vous l'avez, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut les lire. Donc je vous invite alors, non pas à observer et à voir les livres de M. Nico Omeonga, intitulé « Les idées, c'est encore possible de gouverner ». Avec les idées, c'est encore possible de gouverner autrement la RDC, mais je vous prie de la voir. Et quand vous l'avez, il faut chercher à les connaître. C'est-à-dire il faut les lire en profondeur. Et je crois que vous comprendrez que les idées a un chemin, et les idées a une voie, et que les idées n'est pas en train de naviguer à vue, et que les idées a une vision pour la République. Je vous remercie. Merci une fois de plus, professeur Degos Kitoko, je rappelle, secrétaire général de l'ECID. La présentation que vous venez de faire est une présentation éloquente. Mais qui mieux que l'auteur peut parler de son ouvrage? J'invite ainsi M. Nico Omeonga de placer un mot. Merci. Il est vrai que, comme l'a si bien dit les professeurs et même le secrétaire général adjoint, ce qui nous réunit ici, c'est le travail de l'esprit. Et il n'est pas toujours aisé d'intervenir après qu'un éminent professeur ait dit son mot. Mais brièvement, je vais peut-être placer un mot. Comme il a si bien dit, il a présenté ma casquette de scientifique et une autre casquette de politique. Dans ma casquette de scientifique, les soucis qui m'ont animé, c'est, comme vous le savez, la recherche, c'est l'objectif qui est poursuivi, la recherche, c'est la solution à un problème. Et le problème qui est le nôtre, après 55 ans d'existence en tant qu'État, d'après moi, j'ai trouvé que c'est un problème de leadership au rabais et de gouvernance cosmétique. C'est ça la problématique. Et face à ce problème, j'ai estimé que la solution ne peut être trouvée, vous en doutez, que dans un cadre politique, dans une organisation politique qui est le parti politique. Très souvent, les gens disent qu'il n'y a pas une université qui forme les ministres, il n'y a pas une université qui forme les mandataires publics. Mais moi, j'ai une autre approche. Moi, j'ai toujours considéré que le parti politique est un vivier des acteurs institutionnels. Donc, c'est une école par excellence au sein de laquelle, non seulement nous sommes formatés idéologiquement, mais aussi nous sommes préparés pour gérer l'État et ses institutions.
Raison pour laquelle j'ai mis un accent particulier sur les partis politiques. Et comme l'a si bien dit le professeur, je vais seulement un peu m'attarder sur un aspect qui n'a pas peut-être approfondi, c'est celui de l'ancrage. Il est important pour un parti politique d'avoir un ancrage, et l'ancrage, un triple ancrage. L'ancrage géographique, l'ancrage sociologique et l'ancrage institutionnel. Ancrage géographique, c'est important. Là, comme c'est une étude empirique, j'ai observé la société congolaise telle qu'elle fonctionne, et quand j'ai essayé de faire la radioscopie électorale, j'ai noté que depuis 60, les partis qui a eu le suffrage le plus important, c'est MNC de Lumumba. Et MNC de Lumumba, si vous constatez, il a eu, pas forcément ici à Kinshasa, comme malheureusement nous, politiques actuels, nous avons toujours tendance à nous focaliser seulement à Kinshasa et laisser l'arrière-pays, alors que Kinshasa ne représente que 10% du poids politique. Si vous passez en 64, c'est lui qui a aussi, qui a eu qui a eu les suffrages, c'est Moïse Tshombe. Lui aussi, si vous regardez, vous verrez que c'est à l'arrière-pays. Tout récemment, en 2006, MLC, le gros de son électorat, c'est toujours l'arrière-pays. Et la toute dernière expérience, quoique malheureuse, l'IDPS qui a eu les suffrages les plus importants, il a eu aussi à l'intérieur du pays. Donc, l'ancrage géographique est plus qu'important au lieu de nous focaliser seulement et exclusivement à Kinshasa. Ancrage sociologique, c'est très important parce qu'un parti politique, nous sommes différents des organisations citoyennes dans la mesure que les organisations citoyennes sont thématiques. Ils abordent des questions en rapport avec un seul thème. Mais les partis politiques doivent avoir une vision globale. Comme le sociologue dit que les problèmes sociaux sont globaux et totaux, donc nous avons toujours eu tort de parcelliser ou de parcelliser les solutions. Un parti politique doit aussi avoir une vision globale, doit aborder toutes les questions de la société. L'ancrage institutionnel. Là, j'ai été interpellé au plus haut point, c'est par rapport à l'ESID. Sans fausse modestie, l'ESID, c'est dans les top 5 des partis politiques, à moins de faire preuve de cécité politique, l'ESID a une bonne place. Mais on l'a dit, je suis assistant parlementaire, j'assiste mon leader à l'Assemblée nationale, mais je me dis, avec tout ce que nous avons comme ancrage, comme envol, si l'ESID, à ce jour, pouvait avoir un groupe parlementaire, et ça je l'ai dit sous le contrôle de nos deux députés nationaux, je crois que l'ESID serait encore beaucoup plus grand qu'il l'est aujourd'hui. Donc, les partis politiques aussi doivent faire un effort d'avoir un ancrage institutionnel. Il est bon, comme nous le faisons ici, nous sommes des partis alternatifs, nous combattons peut-être à marge des institutions, mais l'idéal, c'est de conquérir le pouvoir et l'exercer, parce qu'en fait, si on n'arrive pas à conquérir le pouvoir, on aura difficile à matérialiser ou à imprimer la vision qui est la nôtre. Un autre élément, c'est la communication. Et d'ailleurs, nous sommes en plein. Il est important pour nous, acteurs politiques, quand nous faisons la communication, nous devons toujours avoir présent à l'esprit que nous communiquons avec qui est notre récepteur. Les récepteurs, c'est les Congolais, c'est un homme. Et l'être humain a deux parties essentielles. Il y a le cerveau et le cœur. Donc, toute notre communication doit être orientée vers soit le cœur, soit le cerveau. Et les publics cibles qui est notre, nous avons les masses populaires et nous avons l'élite. Donc, quand nous faisons de la communication politique, nous devons toujours faire un effort pour qu'il y ait les messages et triple dimension. Il faut qu'il y ait une dimension rationnelle. C'est-à-dire, quand nous communiquons, nous devons nous baser sur des faits, sur des chiffres, sur des statistiques. C'est important. Là, nous visons, vous en doutez, l'élite.
le message de la communication aussi doit avoir aussi une dimension émotionnelle ou émotive. Là, nous visons lesquels et les publics cibles, c'est les masses populaires. Nous devons, autant que faire paix, marquer, impacter les émotions des masses populaires, positivement ou négativement, selon les cas. Et enfin, le message aussi doit être moral. Parce que vous remarquez, nous sommes un des rares pays où la déchéance morale a atteint son paroxysme. Donc, il est important, quand nous communiquons, que la dimension morale dans notre communication soit au cœur de la communication. Et là, nous visons et l'élite et les masses populaires. Bon, je ne voudrais pas, compte tenu du temps, nous allons commencer en retard, et nous aurons aussi d'autres cadres assez élaborés pour vous faire ce genre. Mais je passe directement à la deuxième partie, la partie là où mon point de prédilection, l'objet même, c'est les idées. Les idées, je sais, parmi nous ici, il y a des gens qui sont au courant et qui ont déjà pris connaissance. Les idées, nous avons des éléments importants qui nous font croire que nous pouvons vraiment nourrir, comme nous le faisons, l'ambition pour le destin national, des projets de société. Parce que, comme vous l'avez remarqué, nous devons savoir que les partis politiques n'est pas une exception africaine, encore moins congolaise. Les partis politiques relèvent de la culture d'empreinte. Et ici, n'ayons pas honte de le dire, nous l'avons importé de l'extérieur et j'ai regardé comment fonctionnent les partis politiques à l'extérieur. Ici, nous avons toujours tendance à cacher notre projet de société. Non, au contraire, c'est notre marchandise politique. Elle doit être portée à la place publique et c'est sur base de laquelle les adhérents, les cadres viendront à ces partis politiques parce qu'ayant déjà compris la vision, les projets de société et le programme politique. Pour les idées, nous avons un projet de société que nous dénommons Investir dans les citoyens pour développer la RDC. Ça paraît aussi atypique comme thème, mais pourquoi? Parce que nous avons pu remarquer avec les amis que nous avons toujours tendance à faire une adéquation qui existerait, le paradoxe, comment nous sommes un pays doté par la nature, mais 55 ans après, nous sommes toujours au bord, sinon à la marge de la marche du monde. La raison, elle est simple. Aujourd'hui, la richesse d'une nation ne se mesure pas aux potentialités naturelles ou minières. Aujourd'hui, la richesse d'une nation se mesure en termes de valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, c'est ce qui est important, c'est le capital humain. C'est pourquoi nous avons estimé, si nous investissons dans les citoyens congolais, encore que le développement, nous avons toujours considéré, personne, là, vous suivez notre leader, chaque fois il passe, personne ne fera le bonheur des Congolais à leur place. Aucun étranger viendra faire le bonheur des Congolais. Donc c'est nous-mêmes qui devons construire ce pays de l'intérieur. Et donc, nous devons donner tous les capitaux politiques, intellectuels et sociaux aux citoyens congolais, de manière à construire la nation. C'est pourquoi nous investissons dans les citoyens pour développer la RDC. Et notre projet de société se fonde sur un socle pentagonal, c'est-à-dire nous avons 5 piliers. Nous avons, comme l'a dit le secrétaire général, je ne reviens pas, mais peut-être je vais placer un mot par rapport au social-libéralisme. Vous voyez, les idées, depuis sa création, c'est un parti qui presque va à contre-courant de la règle. Vous parcourez la plupart des partis politiques, ils ont social-libéralisme et social-démocratie, mais nous avons une particularité, nous disons social-libéralisme. C'est ça notre idéologie. Pourquoi nous disons social-libéralisme? Parce que vous remarquerez, vous pouvez interroger tous les politologues comme mon secrétaire général ici, les idéologies classiques ont un fondement économique. Et les deux facteurs principaux de production, c'est le capital et le travail. Et c'est ainsi que les idéologies qui se sont construites et qui font autorité jusqu'à ce jour se réfèrent à ça. La question que l'on se pose entre le capital et le travail,
lesquels des facteurs doivent être les plus rémunérés. Ceux qui apportent du travail, ils disent qu'ils sont plus importants, ils doivent être les plus rémunérés, et c'est là où est né le socialisme, le collectivisme, le communisme, parce qu'ils estiment que c'est eux qui apportent un travail qui donne de la forme à l'entreprise et à la société, donc ils doivent être les plus rémunérés. Mais de l'autre côté, c'est les apporteurs de capitaux. Et ils disent, c'est eux qui amènent les moyens. Et donc, en d'autres termes, ce sont eux qui sont les plus importants parce qu'ils amènent les moyens pour créer une entreprise, pour créer quoi que ce soit. Donc, ils doivent être les plus rémunérés. Et cette guerre a commencé depuis la nuit des temps. C'est ainsi qu'on a vu naître le libéralisme. Mais nous observons la société qui est la nôtre. Si vous regardez aujourd'hui la RDC, les facteurs travail, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a du travail? Il y a absence. Si le travail est peut-être dans l'informel, mais au sens élevé du terme, le travail est quasi inexistant. Les capitales, est-ce qu'ici, on a véritablement des gens qui ont des capitaux, à part quelques acteurs politiques qui ont excellé dans les sites de prédation et qui se sont fait de l'argent. Mais en principe, il n'y a pas véritablement de millionnaires qui l'ont été à la suite de l'effort réalisé. Raison pour laquelle nous avons dit nous devons avoir la synthèse. Parce que, comme vous l'avez remarqué, le libéralisme, c'est la thèse. C'est-à-dire l'individu au détriment de la société. Tandis que la valeur la plus importante du libéralisme, c'est la liberté. Et de l'autre côté, c'est les socialistes ou les communistes. Pour eux, c'est le travail. Le travail qui est le plus important. C'est l'antithèse de la thèse du libéralisme. Mais nous disons, comme nous n'avons pas assez de travail, nous n'avons pas non plus de capitaux, nous devons avoir la synthèse. Nous avons une idéologie de synthèse que nous appelons le social-libéralisme, la raison pour laquelle, pour nous, nous estimons, loin de faire la privatisation à outrance des entreprises publiques, loin non plus de faire la nationalisation de l'entreprise privée, mais nous convions et les publics et les privés d'entrer dans les marchés et de créer des richesses. Donc pour nous, les privés comme l'État sont des acteurs principaux de l'activité économique du pays. Voilà ce que j'ai voulu dire. Pour un peu de minutes, je vois les modérateurs qui me regardent. Et puis je passe directement pour ne pas abuser de votre temps parce que ce n'est pas une séance académique. C'est seulement le livre et une idée par rapport à ce que j'ai fait, mais l'écho va être découvert. C'est le programme. Le programme de l'SID, comme elle l'a dit, une alternative politique créée pour la RDC, le programme de l'SID est assis sur un trépied. Nous avons un trépied qualifié de politico-économique, économico-social. C'est-à-dire, si le plan politique, nous affirmons haut et fort l'état des droits. L'état des droits, et là, sous-entendu, c'est comment doivent fonctionner les institutions et comment la vie politique doit être menée au pays. Ça, c'est notre premier pilier du programme politique. Deuxième pilier de notre programme politique, c'est l'aspect économique. Sur l'aspect économique, nous disons que nous devons avoir la création des richesses et le partage. La création et le partage des richesses. Ce qui a fait défaut ici, c'est malheureusement l'effort collectif est malheureusement privatisé ou arraché par 1000 ou 2000 personnes. Si les 70 millions de Congolais, et ça je le dis de manière un peu à la volée, sous le contrôle des députés nationaux qui sont au Parlement, vous remarquerez que plus de la moitié du budget ou de la richesse créée par la est consommée par 2000 ou 3000 personnes. C'est injuste. Ce n'est pas normal. Donc, nous créons la richesse et nous la redistribuons de manière équitable parce que la RDC, c'est une œuvre collective. Personne n'a le droit de s'en approprier les gros de la richesse qui est créée par l'effort collectif. Et le dernier aspect, vous en doutez, l'aspect social, parce que toute action politique n'a que finalité que
social. Tout politique qui mène une action, s'il ne met pas au cœur de son combat politique la dimension sociale, non, cette politique-là n'a plus de place ni ici ni ailleurs. Donc, là nous affirmons ce que nous appelons le développement humain. Nous mettrons un accent particulier sur le développement humain et là, nous avons par exemple l'éducation, ce n'est pas normal. Nous sommes dans la sous-région et vous remarquez, même des pays post-conflit comme Angola, ils ont des budgets de 25% pour l'éducation. C'est pourquoi nous, pour les idées, nous disons que les postes les plus importants des dépenses publiques de budget, c'est l'éducation. Nous allons en tout cas y consacrer au moins 30% du budget national doit être consacré parce que nous estimons qu'avec l'éducation pour nous constitue un raccourci pour le développement. Et la preuve est là, interrogé, faites un regard rétrospectif. Vous avez vu comment dans les années, nos amis sont là, les années 74, où on a eu, nous avons été parmi les meilleures universités. L'université de Kinshasa a été la deuxième après l'université d'Alexandrie. Mais aujourd'hui, et pendant 5 ans, on publie même les 100 meilleures universités d'Afrique, mais aucune université. Ça va peut-être troubler le secrétaire général qui est professeur et même le prof Kalele. Pendant 5 ans, on publie aucune. Alors que pendant 7 ans, on n'est pas les aimer. Les Rwanda comme l'Ouganda figurent dans cette liste. Donc nous faisons notre focus sur l'éducation, la santé évidemment, parce qu'on ne peut pas, comment on peut développer les pays si nous avons des personnes qui ont des arriérés de santé. Nous devons avoir des gens bien formés, à bonne santé, pour venir. Je ne veux pas aviser à mon ami qui regarde, sinon, sous le leadership de notre président, on pourra organiser une conférence débat à l'occasion, on pourra finalement livrer notre l'œuvre que nous avons conçue, après que vous ayez lu, et nous allons engager un débat important. Ça va continuer au congrès. Ça va continuer au congrès. Merci. Merci, M. Nico Ouméonga, pour ses qualités oratoires. Vous sentez tous que le brillant exposé de M. Nico Ouméonga met en évidence la profondeur des sujets qui sont traités dans le livre. Mais en même temps, il suscite sans doute quelques questions, quelques éclaircissements. C'est pour cela qu'en attendant qu'on achète le livre, qu'on le lise, qu'on rentre en profondeur, nous allons passer quelques minutes à échanger à rapport au vieux. Avec beaucoup d'attention, les mots introductifs par le professeur Kitoko. Et il y a un mot qui a jailli de son exposé. Je ne l'ai pas retrouvé ce mot dans le résumé de l'auteur du livre fait. Peut-être je le trouverai dans le livre lorsque je l'aurai lu. Mais alors, c'est au professeur Kitoko qui a prononcé ce mot-là. C'est à lui que je m'adresse. Et je vous ai entendu parler de réconciliation dans un certain nombre de valeurs et que vous avez énumérées. Et vous avez cité le mot réconciliation. Ce mot-là, et moi, je n'ai pas un bon entendement. Je voudrais que vous mettiez, et si vous en avez le temps, à comprendre ce que ça signifie réconciliation. On en parle beaucoup, et on en parle un peu trop, donc un peu d'abus. Et c'est quoi la réconciliation? Vous allez dire que c'est lui qui a parlé de ça dans son livre, mais moi je l'ai entendu de vous. C'est quoi la réconciliation? Alors, ça c'était tout. Pour l'auteur, toutes mes félicitations. Toutes mes félicitations. Et vous avez dit, c'est peut-être par modestie, que ce n'était pas une séance académique, mais ça ressemble très fort à un peu plus qu'une séance académique. Et voilà, c'est très bien, c'est un mérite que vous teniez à éveiller même les malades que je suis,
ma maladie est un peu tombée pendant quelques quarts d'heure. Pendant quelques quarts d'heure, vous m'avez soulevé, et vous avez certainement soulevé ceux qui viennent d'applaudir. Et une fois de plus, toutes mes félicitations. Voilà, merci Président Kaloubi. Je suis heureux de vous revoir parce que quand je suis rentré du voyage, je parlais des facs, on m'a dit que le président Kaloubi était malade. Et quand je vous vois, je suis réconforté par rapport à ce que nous attendons de vous dans cette dynamique de combat contre l'oligarchie kabiliste. Voilà, donc, qu'est-ce que j'entends par réconciliation? Ce concept ne vient pas de moi, ne vient pas aussi de l'auteur, mais ce concept fait partie des 5 piliers du projet de société de notre parti, dès sa création. C'est-à-dire, et là je tiens à préciser aussi que, parce que les gens ont pris connaissance qu'à l'ECD, il y a un pilier essentiel de notre projet de société, qui est le 5e pilier d'ailleurs, qui s'appelle la réconciliation, qu'il ne faut pas l'assimiler à ce que vous appelez aujourd'hui dialogue. Il ne s'agit pas du dialogue kabiliste. La réconciliation chez nous, c'est une valeur que nous voulons partager avec l'ensemble de notre communauté, tout simplement parce que nous sommes partis d'un constat selon lequel la société congolaise, depuis son accession à l'indépendance, notre pays, est menacée par des crises de tout genre, des querelles intestines et même des disputes communautaires. Vous avez dans certains groupements, dans certaines collectivités, dans certains secteurs, des peuples qui sont opposés à d'autres peuples pour des questions parfois mineures. Et ces questions de disputes, de conflits, ont pris de l'ampleur à travers notre société avec la politisation à outrance de la vie nationale, même là où il ne fallait pas. Voilà pourquoi nous avons dit à l'ECD que si nous prenons le pouvoir, nous allons installer dans toutes les collectivités, les comités locaux de réconciliation nationale. Nous ne voulons pas des structures conjoncturelles comme l'ont fait ailleurs, comme l'ont fait les autres ailleurs en Afrique du Sud, où on a eu les commissions vérité et réconciliation, comme les fait au Ouattara, je ne sais pas comment la dénommer, et ailleurs. Nous disons que la société est menacée par des conflits et des disputes, des conflits permanents, des disputes permanentes. Et à ces phénomènes-là, nous avons des réponses appropriées. Il y aura dans ces pays, dans chaque territoire, dans chaque province, des comités locaux de réconciliation qui vont tenter de résoudre les conflits au niveau de la base. Il ne faut pas attendre que ça brûle pour venir avec de l'eau éteindre. Il faut prévenir. C'est pourquoi nous, en tant que visionnaires, dans notre conception de gérer la société demain, nous avons prévu cette valeur, ces piliers de réconciliation comme un facteur fondamental pour la stabilité, la cohésion et la sécurité de notre pays sur le plan interne. Ouais. Je m'adresse à Nico. Je vois en vous une profonde foi en parti politique. Et vous avez, dans les 2 premiers chapitres, je pense, toute une littérature réservée à ce que c'est le parti politique, le fonctionnement, ainsi de suite. Et avant de nous donner le projet de décider. Aujourd'hui, en sciences politiques, il y a une grande littérature sur ce qu'on appelle se libérer de la partitocratie. C'est-à-dire que de plus en plus, on remarque une certaine mainmise de la chose politique par les partis politiques et on est en train de préconiser beaucoup plus la démocratie participative qui sort dans la réalisation de projets politiques et même de politiques publiques, donc de faire appel à la population, aux groupes, sans que ça soit imposé par des partis.
Je ne sais pas si vous avez dans la littérature concernant le parti politique fait allusion à ça. Sinon, qu'en pensez-vous en tant qu'une manière nouvelle de voir les choses par rapport au parti politique? Totalement raison, d'autant plus qu'on a pu remarquer depuis un certain temps que les partis politiques, je l'ai dit, peut-être ne font pas réellement ce que la société, ce que les gens attendent d'eux. Et c'est ainsi que vous voyez ce que vous appelez, il y a la société civile, ou la société civile avec les organisations citoyennes qui ont maintenant pignon sur rue. C'est parce que nos politiques, vous savez, nous pêchons parfois par omission, par action. Mais laissez-moi vous dire que les organisations citoyennes, au sens où nous les comprenons, n'ont pas vocation de conquérir et exercer le pouvoir. Les organisations citoyennes, ils sont certains, ils représentent une frange importante de la population, ils défendent selon les thématiques. Mais la démocratie, à ce stade, il est, à mon sens, on ne peut pas imaginer une forme de démocratie sans ce que vous appelez la partocratie. Mais le problème qui reste là, c'est que les partis politiques reviennent à leur mission classique et que les partis politiques ne deviennent pas ce que je l'ai dit même dans mon ouvrage, un parti politique. Et réellement, on parle de véritable parti politique. C'est un parti politique qui subsiste contre vents et marées après la mort de tous ces fondateurs. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons des partis politiques où il y a une sorte de caste des initiés ou des groupes d'individus qui décident sur les sorts des autres. Mais les partis politiques ont comme mission de faire entendre les voix, les aspirations, les demandes des citoyens afin de conquérir et l'exercer. Mais aujourd'hui, si depuis 1990 on a vu la société civile à l'avant-plan, c'est parce que les partis politiques n'ont pas. Comme je l'ai dit au départ, nous allons peut-être à contre-courant de la société. Nous voulons investir dans les citoyens. En investissant dans les citoyens, c'est que nous faisons un appel. Ce n'est même pas un appel de pied, un appel aux communautés, aux citoyens, pour que la politique, j'ai toujours dit, c'est un sacerdoce. On ne fait pas de la politique pour soi-même, c'est un apostolat. Mais malheureusement, pour l'Afrique et particulièrement au Congo, les gens font de la politique pour s'amourager. Mais en fait, en tout cas, nous, pour les idées, c'est un service, c'est vraiment un apostolat. Et on le fait pour les autres, on ne le fait pas pour se faire vivre. Si on a besoin de l'argent, il faut faire dans les affaires et gagner l'argent. Mais en politique, c'est l'apostolat. Nous allons prendre une question ici. Je reviens à vous, monsieur. Une question ici. Vous voyez que je souris. Ce n'est pas une question pour moi. C'est par déformation que je demande la parole. Je vais m'adresser à mon bien-aimé Fayou. Je ne savais pas que les idées regorgent des valeurs. Je suis heureux de me retrouver dans un cadre, et c'est une découverte pour moi. Bwana, Nico, Omeyonga, toutes mes félicitations. Monsieur le secrétaire général de l'ECID, vous avez fait une synthèse. Moi, par déformation professionnelle, je voudrais vous dire ici, je ne veux pas utiliser les vocables que vous avez utilisés, qu'il a double casquette. Azalika a la casquette homme de science, homme politique, mais sa vie dans une compénétration. La démarcation n'est pas facile. Je détiens le mot clé lorsqu'il y a un discours, il y a une conférence. J'ai retenu la vision. Un parti politique et sans vision, sans un programme, il est voué à l'échec. C'est pour vous. Et alors,
Monsieur le Président, je ne sais pas, national ou comment, de décider. Président. Tout court. National. Alléluia. Est-ce que, tel que je vous connais moi, Ousseini, je suis Ousseini Amédée. J'ai évolué au sein de FAC en provenance d'une autre plateforme USA, Union Sacrée pour la Tenance, avec un certain Anzoulouni Célestin. Nous avons suffisamment d'expérience. Je suis ressortissant de la conférence nationale souveraine et si on m'appelle honorable député honoré, c'est parce que j'ai été au Conseil de la République, Parlement de transition. Donc j'ai une certaine expérience. Et mon âge, je ne voudrais pas le décliner, il en sait quelque chose, le secrétaire général adjoint. Mais, Monsieur le Président, vous avez parlé en petits mots pour dire l'absence de leadership, etc. C'est vrai. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est une exhortation. Pourquoi ne pas mettre en valeur, exploiter suffisamment la recette que vous avez? Ne vous sous-estimez pas. Et non plus, il ne faut pas vous considérer comme un extraterrestre. Vous avez parlé en termes de 55 ans. Moi, hier, je partageais une petite conversation avec un cuidant qui est arrivé, me dit, mais tous ceux qui rampent, les courtisans du pouvoir actuel, est-ce que réellement c'est que fait l'autre? Je n'ai même pas cité le nom. Vous avez compris? Je parle en parabole, hein? Tous ceux qui voudraient que ce soit Kabila qui continue, n'y a-t-il pas de Congolais, depuis 55 ans d'indépendance, qui peuvent faire mieux? Et alors de Congolais, le syndrome de la peur. Et je m'adresse au président. Vous avez vu ce que les évêques viennent de faire? C'est comme s'ils étaient des politiques. Alors on dit, j'entends un Bitakura qui dit, les catholiques, ils les assimilent à un intégrisme. Mais nom de Dieu, qui n'a pas été au séminaire? Alors, nous vous félicitons. N'allons pas chercher à nous faire comme des appendices, des individus, soit-ils leaders charismatiques ou je ne sais quoi. Faisons ce que nous pouvons faire. J'ai toujours été, moi, marxiste, depuis 58-59, quand j'avais l'âge majeur. Je garde encore cette doctrine-là. Un peuple a besoin d'une avant-garde. Vous l'êtes. C'est le moment. Il ne faut jamais attendre. N'ayez pas peur. Le peuple n'entend que celui qui dit « En avant, marchons et nous marcherons ». Quoi qu'il en soit, il y aura des morts. On ne peut pas manger de l'omelette sans casser l'œuf. J'ai terminé. Je vous remercie. Oh, félicitations! Prenons une question là, mais on va revenir à Madame la ministre. Merci pour la question. Premièrement, je félicite l'auteur du livre. Mais tout de suite là, j'ai compris que le professeur Kitoko a présenté l'auteur à double casquette. Il est doctorant, c'est-à-dire il est scientifique, et il est politique. Or, nous savons que le rôle d'un parti politique a un triple rôle: conquérir, conserver et exercer le plus longtemps possible le pouvoir. Aujourd'hui, l'auteur vient de nous dire que les civils présentent des députés nationaux. Ce que j'ai suivi, c'est qu'ils n'ont pas encore eu le temps de conquérir le pouvoir, ni de l'exercer. Croyez-vous qu'en exerçant le pouvoir, ils ne tomberont pas eux aussi, je parle de décider, dans ce qu'aujourd'hui nous décrivons? Ça, je m'adresse à l'auteur. Deuxièmement, il a parlé du social-libéralisme. Et je me pose toujours la question, pourquoi nous, Congolais, nous ne pouvons pas aussi être originaux? Nous voulons toujours faire la synthèse des autres, comme si nous ne pouvions pas aussi réfléchir en nous-mêmes.
Je vous remercie. Oui, ici. Merci pour la parole. Je tiens à remercier le pasteur Roger. On l'a senti dans sa peau d'évangéliste pasteur. Non, je vais d'abord tout de suite corriger. C'est par mégarde que j'ai dit que l'ECD a 2 députés parce qu'ils sont présents ici. Mais en réalité, l'ECD a 3 députés nationaux et 1 député provincial. Et je crois, la raison, vous la connaissez, on aurait pu avoir mieux que ça. Mais on revient ici, mais je crois en 2016, l'ECD aura un groupe parlementaire. Mais vous dites que est-ce que l'ECD, une fois au pouvoir, ne va plus retomber sur les travers que nous décrions aujourd'hui? Non, je pense que suivez notre parcours, nous sommes même partis profondément attachés aux valeurs, je dirais même valeurs judéo-chrétiennes, et que pour nous, j'ai toujours dit, s'il y a chez nous quelqu'un qui veut faire de l'argent, il doit faire les affaires. Mais nous, c'est les sacerdoces comme vous êtes pasteur, nous, c'est l'apostolat. Nous faisons la politique, pas pour nous-mêmes, mais nous la faisons pour les autres. Et si nous sommes décidés maintenant à nous engager politiquement, parce qu'en tant qu'élite, nous ne pouvons pas laisser les pays aller à volo, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il est important que, comme nous avons toujours dit, que les idées qui a toujours eu l'ambition pour le destin national, ça c'est pour peut-être répondre à l'honorable, qui est décidé, le moment venu, vous le dira quoi, mais nous avons l'ambition de conquérir le pouvoir, même à la magistrature suprême, et l'exercer afin d'apporter ce qui a manqué pendant plus d'un quart de siècle. Voilà, nous allons prendre une dernière question. Madame. J'ai tout un ouvrage que j'ai publié sur l'idéologie et vous allez voir. Le social-libéralisme que nous préconisons ici n'a rien de commun avec ce qui se passe ailleurs. Il faut avoir la modestie de comprendre qu'il y a des gens qui ont commencé l'ère, qui sont les Occidentaux. Nous, c'est une critique d'emprunt, mais nous essayons de contextualiser et l'adapter aux réalités qui sont les nôtres. Mais ce n'est pas que nous ne sommes pas assez imaginatifs ou originaux, mais nous voulons nous conformer à ce qui se fait ailleurs. Voilà au moins ce que je peux dire à ceci. Cette salle, s'il n'y avait pas une voix féminine qui devait s'élever pour placer un mot, ça sera un déséquilibre. Comme on dit, l'abondance n'est nulle part. Je tiens à vous féliciter, mes très sincères félicitations. Et en plus, nous qui aspirons à cette ligne politique pour apporter un changement, surtout au regard féminin, par rapport à quand nous regardons comment la femme est employée dans le monde politique chez nous, peut-être vraiment c'est au rabais. Nous avons aujourd'hui un instrument, parce que là-dedans, j'ai trouvé plusieurs aspects. Il y a l'aspect politique, aspect développement, éducation. Et l'éducation est très importante. Comme vous le savez, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mais j'ai un petit souci, excusez-moi, cher Nico. Quelle est la place de la femme au sein de l'ECD? Ou soit, quelle est la politique que l'ECD peut mener pour chercher à mener plusieurs femmes au sein de son parti? Merci, madame. Nous disons toujours à compétence égale, responsabilité égale. Et pour preuve, peut-être, je crois, Dame la pluie a gâché la fête. La deuxième précédente dans l'organisation de l'ECD, je voulais dire la vice-présidente de l'ECD, c'est une femme que vous connaissez. C'est une avocate de son état. Nous avons aussi à l'ECD la dynamique présidente, je crois, il m'a appelé, il est en route, qui est aussi, pour nous, en tout cas, nous avons un plaidoyer pour le leadership féminin. Nous avons toujours dit que nous sommes des humains, hommes et femmes. Pendant plus d'un demi-siècle, ce sont plus les hommes qui ont géré. Je crois qu'il y a moyen, si pas de céder, parce qu'on ne peut pas céder, vous devez être compétitif. Nous ne sommes pas dans la logique des quotas, vous devez vous affirmer sur le terrain, mais nous disons qu'il y a des politiques, et la politique qui est menée à l'ECD, c'est promouvoir le leadership féminin, de manière, si jamais, après le mandat de notre président, si c'est une femme qui pourra prendre les rênes de l'ECD, ça ne nous offusque pas autre mesure. Pour nous, on ne voit pas le sexe,
on voit les mérites, la compétence. Pour nous, c'est la méritocratie. Et l'homme et la femme ont preuve. Tu es ma condisciple. Donc tu le mérites bien et au fait, tu fais. Voilà, en tout cas, il y a une preuve de choix. Voilà. Nous allons passer maintenant au moment Je prends l'exemple des partis politiques à l'Occident. Quand on voit les partis socialistes, c'est-à-dire les secrétaires, celui qui gouverne ces partis à un mandat. On constate après 5 ans, il y a eu Hollande, Martin Aubry, Rousseau. Mais ici, dans nos partis politiques, il y a des gens qu'on appelle des autorités morales. Pratiquement à vie. Je ne sais pas si c'est le cas avec les CD. Est-ce que l'alternance pourra être privée à les CD qu'un jour, une autre personne prenne les rênes du parti qui est le président Martin Fayulu? Parce que c'est là, cette gestion patrimoniale là des partis politiques nous inquiète. Parce qu'à un moment, on dit qu'on combat pour l'alternance, mais on sent même à l'intérieur de nos partis politiques, il n'y a pas la démocratie. Donc, depuis que nous avons connu le président Martin Fayulu comme président de l'ICD, c'est jusque-là. Est-ce qu'il a un mandat? Est-ce qu'il est prévu qu'il pourrait être remplacé un jour? Merci des autorités morales n'a pas de place à décider, parce que pour la plupart, ces autorités morales, pour la plupart sont des personnalités à moralité de thèse. Tu vois comment on peut concilier quelqu'un qui est de moralité de thèse et être autorité morale. Donc ça. Deuxième question, l'alternance, non. Martin Fayulu, il est président, ce n'est pas par sa propre volonté. Encore, je vous l'ai dit, l'ICD n'est pas une propriété privée de Martin Fayulu, c'est une œuvre collective. Vous voyez ces valeurs que ici, on peut ramener une grande machine politique à l'animation d'individus, d'un homme. Martin Fayulu, non. Fayulu est déjà dans les congrès. Et si tu étais membre de l'ICD, je t'aurais encouragé de poser ta candidature. Il y aura, dans les congrès, il y aura élection d'un nouveau président de l'ICD. C'est-à-dire qu'il a son deuxième mandat. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre plus compétent que lui, il va l'être. Et pour preuve, partout ailleurs, vous avez cette histoire des collèges de fondateurs. On a décidé, il n'y a pas un organe de collège de fondateurs. Nous faisons de manière atypique. Nous faisons ce qui n'a pas encore existé dans ce pays. Donc ici, il n'y a pas d'autorité morale. Les partis n'appartiennent pas à un homme. Ce sont des hommes et des femmes qui s'engagent pour une cause. Et pour preuve, la démocratie interne, elle a son nom, c'est à décider. Si je vous invite, c'est lundi. Il y a des questions importantes qui est le leader ici présent, à ma droite. Il est mis en minorité, il s'incline. C'est ça. C'est que nous, personne, il n'y a pas de courtisans comme ailleurs. Chez nous, il y a des partisans parce qu'il y a une idéologie, une valeur auxquelles nous croyons, nous souscrivons. Il peut venir, il n'est pas puissant, il est géré par des statuts et des règles et les règlements intérieurs. Donc, ce côté-là, t'inquiète. Il faut passer au vernissage de l'ouvrage. Et nous invitons pour ce faire le député Martin Fayulu à procéder au vernissage. Le député Martin Fayulu est président de l'ECD et coordonnateur des forces acquises au changement. Voilà. Encore, comme Nico a dit, atypique, nous n'allons pas... Non, on ne va pas faire des vers comme on fait ici, on va faire comme on fait normalement. Donc, nous allons porter au fond baptismaux cet ouvrage. Cet ouvrage, avec l'ECD, c'est encore possible de gouverner autrement la RDC, avec comme sous-titre ECD, une alternative crédible pour la gouvernance performante de la RDC. Et devant vous tous ici, j'ai pris le Seigneur Tout-Puissant de porter très haut cet ouvrage, que les gens qui vont lire puissent s'imprégner réellement des concepts et des réalités qui s'y trouvent. Je demande à Dieu Tout-Puissant que ces livres parcourent toute la RDC et si possible le monde entier. Amen. Voilà, Nico, ton livre est là aujourd'hui, connu de tout le monde. Il ne reste plus qu'à l'acheter et à le lire. Nous bénissons le Seigneur. Merci. Pour l'acheter, il y aura, avant d'aller au cocktail, ils vont acheter une Nico
va, dédicacer les livres. Voilà, quant à moi, ce n'était pas aujourd'hui, comme m'a dit Nico, c'était la journée de Nico, le secrétaire général a tout dit. Merci beaucoup et la parole au modérateur. Merci. Donc, comme le président l'a déjà indiqué, l'ouvrage avec décidé c'est encore possible de gouverner autrement la RDC est un livre parmi ceux qui contribuent à rationaliser la vie des partis politiques en République démocratique du Congo. Et Dieu seul sait si cet ouvrage n'est pas tombé à point nommé. Je vous invite donc à l'acheter et à le lire pour l'approfondir. Le coût du livre est de 50 $. Mais pour la solennité de la cérémonie d'aujourd'hui, nous l'offrons à 30 $. Pour ceux qui sont là présents, si parmi nous il y a des bienfaiteurs, ils peuvent l'acquérir à plus que ça. 50, 100, 200, selon quoi le bon Dieu touche vos cœurs pour, n'est-ce pas, encourager l'esprit fertile de son auteur. Je vous remercie. C'est pas grave. Non, ça c'est pour la famille. Ça. Tu vas prendre poulet. Non, non. Tu pourrais écrire après. Les autres. C'est pour moi. Voilà, on va passer. C'est pour vous. On ne peut pas ramasser. On ne peut pas ramasser. On peut pas ramasser. Non, c'est pas bon. Non. On va ça, on va Non, non, il y en a. Oui,
présentation de dédicace de l'ouvrage pour déjà vous remercier de votre présence aujourd'hui et vous annoncer que de la semaine prochaine, du jeudi 3 au samedi 5 décembre, j'ai décidé entre en congrès à la salle Notre-Dame de Fatima. Invitation cordiale, nous allons formaliser l'invitation à 2h. Il soit aussi une société civilisée, une société respectueuse des lois, une société respectueuse de la Constitution et une société où les gens ont une vision. Quand on est dans un parti politique, on doit avoir une vision. Quand on est dans un parti politique, on doit dire au peuple, si nous avons le pouvoir demain, qu'est-ce que nous allons faire? On a donné beaucoup d'aspects du programme de l'ECD ici, mais je vous convie beaucoup plus au congrès de l'ECD. Nous aurons notre congrès du 3 au 5 décembre, donc la semaine prochaine, à Notre-Dame de Fatima. Et là, nous allons dire davantage sur ce que nous pensons du Congo, de notre vision, de notre programme politique et de nos actions sur le terrain. Merci beaucoup. Bon, président, je profite aussi. Et vous étiez en dehors du pays, vous venez de rentrer. Est-ce qu'on peut connaître d'abord ce que vous avez fait à l'extérieur du pays? Oui, les gens demandent ce que j'ai fait à l'extérieur du pays, c'est connu. Donc j'ai eu des réunions à Washington, j'ai eu des réunions. Et puis je suis parti avec d'autres collègues, c'est-à-dire l'honorable F. Bazaïba, secrétaire général du MLC, et l'honorable Jean-Bertrand Iwanga, secrétaire général de l'UNC. Nous étions à Chicago où nous avons animé une conférence débat organisée par un groupe de Congolais qui s'appelle Game Changer. Donc il y a eu les Congolais de Dallas et des environs et d'un peu partout qui sont venus assister à cette conférence. Nous avons fait d'autres activités, des rencontres, et voilà, et puis j'ai vu les Congolais comme d'habitude. Alors, par rapport à la déclaration de la CENCO. Mais la déclaration de la CENCO, je crois que tout homme normal, toute organisation normale ne peut faire que ce que la CENCO a fait. J'ai beaucoup apprécié cette déclaration. Vous voyez que les évêques catholiques sont restés dans leur ligne de conduite, ceux qui sont proches du peuple, ils sont près du peuple, ils comprennent la misère du peuple, ils comprennent ce que le peuple congolais veut aujourd'hui. Et surtout, ce que j'ai apprécié dans la déclaration des évêques, c'est la référence à l'article 64. Aujourd'hui, quand nous disions hier, voilà l'article 64, tout Congolais doit arrêter ces gens-là qui veulent violer la Constitution. Mais les prêtres le disent, et ça fait autorité. Nous sommes aujourd'hui d'accord que notre discours est partagé par tout le monde. Donc nous ne pouvons que féliciter les prêtres et demander aux chrétiens de suivre ce que les pères de l'Église nous disent. Est-ce que ce n'est pas une invitation? C'est un moyen constitutionnel, c'est constitutionnel. Mais le soulèvement populaire, c'est aussi constitutionnel. Le soulèvement populaire, en dehors du cadre prévu par la Constitution, ça, ce n'est pas constitutionnel et ça doit être réprimé. Mais si quelqu'un vient aujourd'hui et il dit qu'il veut se maintenir au pouvoir, comme M. Kabila est en train de faire aujourd'hui, par la force, en violation de la Constitution, quelle réponse donner à ces comportements? La Constitution nous a donné la réponse, l'article 64. Donc non, c'est loin un soulèvement populaire. Les évêques sont conscients de ce qu'ils font. Ce sont les évêques qui sont tout le temps, au quotidien, aux côtés des populations. Ils prennent la place des acteurs politiques. Ils n'ont pas pris la place des acteurs politiques. Peut-être vous êtes journaliste, vous savez que la dynamique de l'opposition a été en convention. C'est que les évêques ont dit, c'est ce que nous avons dit dans nos résolutions. Regardez les 27 résolutions politiques de la dynamique de l'opposition.
C'est exactement cela. Nous avons dit que nous allons aller sur le terrain, éduquer la population. Nous allons dire à la population exactement l'essence de l'article 64. Nous l'avons dit. Nous avons dit que nous allons trahir M. Kabila en justice pour haute trahison. Nous l'avons dit. Nous avons dit que nous allons organiser des manifestations. Nous allons, le 18 février 2016, nous allons organiser des manifestations. Le 19 janvier, ou le 18 janvier, décembre de cette année, nous allons organiser des manifestations. Nous avons dit mars, il y a des manifestations. Donc nous avons déjà tracé notre programme et nous avons dit que la population congolaise aura un journal, un hebdomadaire, un feuillet sur lequel nous allons donner notre plan d'action, nous allons donner nos actions. Nous l'avons dit au Congrès, c'est connu. Donc les évêques sont proches de nous et nous sommes proches des évêques. Cela veut dire simplement que nous tous, nous sommes proches de la population. La vie politique, pour moi, c'est une construction à longue durée. Vous voyez les tasses. La bandera, chaque question a mon bandera. Si vous pouvez vous résumer un tout petit peu par rapport à ce que vous venez de dire. Pardon, on y va. Résumez-vous par rapport... Non, je disais, depuis un certain temps, nous avons vu, nous avons déploré personnellement la façon dont se gèrent les partis politiques. Et les partis politiques sont devenus véritablement des boutiques des individus. Alors que nous avons toujours considéré qu'un parti politique, c'est une organisation pérenne des hommes et des femmes qui se mettent ensemble et qui partagent la vision et les valeurs et qui ont comme souci de conquérir les pouvoirs avec le soutien populaire, l'exercer et apporter le bonheur qui a manqué il y a peu, depuis plus d'un demi-siècle. Les pays pataugent, c'est parce que l'élite politique a failli à sa mission, et raison pour laquelle les CID, qui est une nouvelle machine politique, avec une nouvelle vision, avec une autre gouvernance, nous voulons amener une nouvelle recette pour permettre aux membres de l'ECID et des partis politiques du Congo de s'imprégner de manière à rationaliser la praxis politique en RDC. Le livre est divisé en combien de parties? Le livre est divisé essentiellement à deux parties. Le livre, comme je l'ai dit, c'est une étude empirique. Mais la première partie, c'est des considérations conceptuelles où j'ai parlé de qu'est-ce qu'est un parti politique, quelles sont les missions, la vision, quels sont l'ancrage, la communication politique, tout ce qui entoure l'exercice ou l'action politique. C'est la première partie. La deuxième partie, c'est la partie essentiellement qui porte même le titre, c'est-à-dire les CID. Les CID, nous avons, comme j'ai toujours, nous avons l'ambition, la noble ambition pour le destin national. Et j'ai présenté dans cette ambition que les projets de société et les programmes politiques de l'ECID. Les projets de société, c'est un projet, comme je qualifie, assis sur un socle pentagonal. C'est-à-dire il y a cinq piliers. Nous avons la gouvernance, nous avons le social-libéralisme, nous avons les pactes pour le développement, la réconciliation. Et puis, à côté des projets de société, nous avons les programmes politiques. Les programmes politiques aussi assis sur un trépied. État de droit, l'aspect politique, l'aspect économique, c'est la création et le partage de la richesse. Et l'aspect social, c'est le développement. Voilà comment je résume ces livres. C'est-à-dire, j'ai, comme on l'a dit, dans ma double casquette, des scientifiques d'abord et des politiques ensuite. Merci.